Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Alors, je me présente, professeur Anwar Jorio, professeur à la faculté des sciences d'Al-Maraz, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdullah. Alors, dans ce cours, je vais vous présenter le deuxième chapitre intitulé Les ondes de la matière de Louis de Broglie. Alors, ce deuxième chapitre est enseigné à la faculté des sciences d'Al-Maraz, semestre 4, à la filière SM, à la filière sciences de la matière physique. Il fait suite au premier chapitre que j'avais enseigné pendant les premières semaines de ce semestre. Alors, dans le premier chapitre, j'avais dit que la physique quantique avait pris naissance au début du XXe siècle, lorsque la physique classique n'arrivait pas à expliquer certains phénomènes tels que le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique. Pour expliquer ces phénomènes, Max Planck et Albert Einstein avaient postulé, d'accord, que la lumière est constituée d'un paquet d'ondes d'un paquet de corpuscules appelés photons. C'est-à-dire que la lumière, qui est un rayonnement, d'accord, donc est constituée de petits corpuscules, de petits corps, ou bien ce qu'on va appeler par la suite des grains de lumière, d'accord, alors qui vont avoir une énergie E est égale à H bar oméga, ou bien H nu, ou bien HC sur lambda, d'accord. Ce sont des particules ultra-relativistes qui interagissent avec la matière comme si elles possédaient une quantité de mouvement P est égale à H bar K, où K est égal, et le vecteur d'onde qui va s'écrire en fonction de la longueur d'onde lambda. Alors, quand je parle E est égal à H bar oméga, E c'est une grandeur corpusculaire. Oméga c'est une grandeur ondulatoire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont associé des grandeurs corpusculaires aux grandeurs ondulatoires. D'accord? Donc ça, ils sont partis d'une onde, de la lumière, pour dire que la lumière, c'est aussi des corpuscules. D'accord? Alors, donc, maintenant, dans ce cours-là, donc, ça c'était le résumé un peu de ce qu'on avait fait au chapitre 1. Dans ce cours-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va généraliser cette notion-là. D'accord? Alors, c'était en 1923 que l'historien de la physique, Louis de Broglie, qui va généraliser cette relation-là, il va dire que toute particule, d'accord, elle va être gouvernée par ces deux lois, E est égal à H nu et P est égal à H bar K. Donc, il a postulé la chose suivante, il a dit que toute particule matérielle de masse M et de vitesse V est associée à une onde de longueur d'onde lambda définie par la relation suivante. Lambda est égal à A sur P, d'accord? Lambda qui est une grandeur ondulatoire et P c'est une grandeur corpusculaire. D'accord? Donc, il a dit que je vais donner à toute particule une longueur d'onde qui est donnée par cette relation-là et qui va avoir une énergie E, qui est une grandeur corpusculaire, qui est égale à H nu, qui est égal à H bar oméga. Alors, H, c'est la constante de Planck. D'accord? H bar, c'est la constante de Planck réduite. D'accord? H vaut, je vais le dire tout à l'heure, H vaut 6,62 10 à la puissance moins 34 joules seconde. D'accord? Et donc, maintenant, toute particule va avoir cette longueur d'onde-là. Maintenant, dépendamment de la dimension de cette longueur d'onde-là, on va dire que c'est un système macroscopique, donc il faut utiliser la mécanique classique, d'accord? Si la longueur d'onde a les dimensions qui sont très petites devant, si les dimensions de la particule sont très petites devant lambda, on va dire que une étude classique suffit. C'est un objet macroscopique. Maintenant, si les dimensions de la particule sont très grandes, sont de l'ordre de lambda, une étude classique quantique s'impose. Ça va être pour les objets microscopiques.
Donc là, les objets macroscopiques comme vous, moi, une voiture, etc. D'accord? On va voir que les longueurs d'onde associées à ces objets macroscopiques, elles vont être très petites devant les dimensions de l'objet. Et on va voir que pour les électrons, les neutrons, protons, etc., les dimensions de la particule sont de l'ordre de lambda, et là, il faut étudier ça avec de la mécanique quantique. Donc, je vais prendre des exemples. Alors, par exemple, si je veux calculer la longueur d'onde de Louis de Broglie associée à l'un des systèmes suivants, d'accord? On va dire, est-ce que ces corpuscules relèvent de la mécanique quantique ou bien de la mécanique classique? Alors, si je prends par exemple un grain de lumière, un grain de poussière, de diamètre 1 micromètre, d'accord? Et de masse qui est 10 à la puissance moins 12 grammes, et qui est animé d'un mouvement de vitesse moyenne de 1 millimètre par seconde. D'accord? Alors, si je veux calculer la longueur d'onde associée, attention, c'est très important ça, il faut tout le temps travailler avec des grandeurs en système international. C'est-à-dire, kilogrammes, mètres, secondes. D'accord? Alors, pour le grain de poussière pour le grain de poussière de masse 10 à la puissance moins 12 grammes, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 15 kg, donc, sa vitesse va être de 1,1 mm par seconde, c'est-à-dire, il faut travailler en mètres par seconde, donc ça veut dire que ça fait 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. Donc là, si je calcule la longueur d'onde, H est égal à H sur mv, plutôt lambda est égal à H sur mv, H étant la constante de Planck, qui est égale à 6,63 10-34, divisé par cette quantité-là, ça va donner une longueur d'onde qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 16. Si je compare cette longueur d'onde par rapport au diamètre du grain de poussière, qui est de 10 à la puissance moins 6, d'accord, ça veut dire que cette longueur d'onde-là, elle est très petite, elle est très petite, vraiment, elle est infiniment petite par rapport au diamètre du grain de poussière. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que cette longueur d'onde est très petite devant les dimensions du grain de poussière, 1 micromètre, donc il relève de la mécanique classique. C'est-à-dire que ce grain de poussière, il va être décrit par les équations de Lagrange, comme j'avais dit dans le chapitre 1. Maintenant, si je prends un autre exemple, par exemple, si je prends un véhicule de longueur 6 mètres et de masse 3 tonnes, d'accord, animé d'un mouvement rectiligne, donc un véhicule, il va avoir une vitesse, par exemple, de 60 km par heure. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier tout le temps, si je veux calculer la longueur d'onde associée, il ne faut pas oublier de convertir les grandeurs dans le système international, en l'occurrence mètres par seconde et en kilogrammes. Donc là, si je fais ça, donc je vais avoir la constante de lambda est égale à la constante de Planck, divisé par la masse, d'accord, et divisé par la vitesse qui doit être convertie en mètres par seconde. Donc, c'est pour ça que j'ai multiplié ici par 10 à la puissance 3 et j'ai divisé par 3600. Et ça va donner une longueur d'onde qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 39 mètres. Alors que les dimensions du véhicule, il est de l'ordre de 10 à la puissance de 6 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur d'onde associée au véhicule, elle est très petite devant les dimensions. Donc ça veut dire que les dimensions du véhicule, donc ça veut dire que la mécanique classique suffit pour décrire ce véhicule. Et donc là, il faut utiliser les équations de Lagrange, la relation fondamentale de la dynamique pour décrire ça. Donc là, c'est vraiment la mécanique classique. Mais ça reste aussi une onde qui va avoir une très petite longueur. D'accord? Donc, si je passe maintenant pour un neutron thermique, donc c'est un neutron thermique, sa masse, elle est très petite, elle est très faible, c'est de l'ordre de la masse du proton, c'est 1,67 10 à la puissance 27 kg, qui se déplace avec une vitesse de 3 km par heure. Alors, si je calcule la longueur d'onde associée, je vais trouver que c'est quelque chose de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres. C'est de l'ordre de l'angstrom. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde, elle est comparable aux dimensions atomiques.
Donc, si la longueur d'onde est comparable aux dimensions atomiques, je vais avoir, comme j'avais dit dans le chapitre 1, le phénomène de diffraction et d'interférence sont très importants, et donc je vais avoir ce système doit être décrit par la mécanique quantique. D'accord? Donc là, ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'objets macroscopiques, c'est des ondes, mais qui vont avoir des très petites longueurs d'onde devant les dimensions, mais pour les objets microscopiques, la longueur d'onde associée va être de l'ordre des dimensions atomiques, et donc là, je dois utiliser la mécanique quantique pour étudier ces phénomènes. Un autre exemple très important, c'est si je considère des électrons accélérés sous l'effet d'une tension continue de 100 volts, comme des particules non relativistes. Alors, on demande premièrement de calculer la vitesse qu'acquiert chacun de ces électrons-là, et de conclure, d'accord? Par la suite, je peux demander aussi de calculer la longueur d'onde de Louis de Broglie associée au mouvement de ces électrons-là, et de conclure par la suite. Alors, pour calculer la vitesse, je sais que, d'après le théorème de l'énergie cinétique, que les énergies cinétiques accélérées, des électrons accélérés par la tension U sera donnée par 1 demi mv au carré, qui est égal à E fois E. D'accord? C'est-à-dire que la vitesse va être donnée par la racine de 2E U sur M. E étant la charge de l'électron qui vaut 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, M est la masse de l'électron qui vaut 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. Alors, si je calcule la vitesse, je vais trouver quelque chose de l'ordre de 6 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Et cette vitesse-là, elle est très petite devant la vitesse de la lumière qui vaut 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire que ces électrons, c'est ça la conclusion, c'est-à-dire que ces électrons, ils sont vraiment non relativistes. D'accord? Alors maintenant, si je veux calculer la longueur d'onde associée, donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la loi de Louis de Broglie qui dit que lambda est égal à H sur ME fois V. Donc, si je calcule ça, je vais avoir la longueur d'onde qui va être de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres. D'accord? Ça veut dire que les dimensions lambda a les dimensions atomiques, autrement dit, les effets quantiques seront importants. Qu'est-ce que ça veut dire les effets quantiques? C'est-à-dire que le phénomène d'interférence et de diffraction seront importants. D'accord? Maintenant, avec cette généralisation qui a été introduite par Louis de Broglie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que on va considérer toute particule comme une onde, et une onde comme particule, dans lesquelles on va écrire, donc, les grandeurs corpusculaires en fonction des grandeurs ondulatoires. D'accord? Donc là, E, c'est une grandeur corpusculaire, P, c'est une grandeur corpusculaire, c'est l'impulsion et l'énergie et l'impulsion. Je vais avoir E est égal à H bar oméga. D'accord? Oméga, c'est quoi? C'est la pulsation qui est une grandeur une grandeur ondulatoire. C'est une onde comme de la forme A sinus oméga t plus I. D'accord? Donc, K, c'est le vecteur d'onde, d'accord, qui peut s'écrire en fonction de 1 sur lambda. Je vais avoir K est égal à 2pi sur lambda, et donc ça va me donner des grandeurs corpusculaires en fonction des grandeurs ondulatoires. C'est-à-dire que je vais avoir tout le temps un corpuscule peut être décrit par une onde, et une onde peut être décrite par un corpuscule. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va démontrer maintenant, comme ce qu'on avait fait dans le chapitre 1 pour les rayons X. D'accord? Alors, Louis de Broglie, comment il a quantifié la matière, comment il quantifie la matière? Alors, on sait que, par exemple, si je prends l'atome hydrogène c'est quoi? C'est un électron qui va tourner autour du noyau. D'accord? Dans une orbitale, lorsqu'il est dans un état fondamental, dans une orbitale sphérique. D'accord? Alors, on ne connaît pas exactement la place où se trouve l'électron, mais on a une probabilité de trouver l'électron dans une sphère de rayon R. D'accord? Alors, Louis de Broglie considère l'électron comme un corpuscule attaché à une onde de matière. D'accord? Ou onde pilotant l'objet. D'accord? C'est-à-dire que l'électron va décrire une sinusoïde autour du noyau.
D'accord? Le noyau, il contient des protons et des neutrons. D'accord? Alors, il associa alors à chaque particule une fonction d'onde psi et considéra que la propagation de cette onde se fait autour d'une orbite de rayon R. Lorsqu'il est dans son état fondamental, d'accord, ça va être la couche n est égale à 1. Lorsqu'il sera excité, d'accord, il va avoir plus d'énergie, donc il sera dans la couche n est égal à 2, etc. D'accord? Alors, le mouvement de l'électron de cette orbite doit être tel que la longueur du trajet effectué par l'onde soit égale à un nombre entier de l'onde. C'est quoi cette longueur? C'est quoi cette longueur du trajet? C'est quoi? C'est le périmètre du cercle. C'est quoi le périmètre du cercle? C'est 2πr. D'accord? Donc 2πr, r étant le rayon de l'orbite dans laquelle, en fait, l'orbital ou de l'orbite dans laquelle va se trouver l'électron. Donc là, donc j'ai dit ici, j'ai dit que le mouvement électron, il doit être tel que la longueur effectuée par l'électron soit un nombre entier. C'est-à-dire, je vais avoir 2πrn qui va être égal à n lambda. D'accord? Donc si n est égal à 1, c'est la couche 1s, la couche, la première couche. Si n est égal à 2, l'électron sera excité, il va passer à la couche 2. Si l'électron est encore plus excité, il va passer à la couche 3, etc. etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la quantification qu'il a donnée, c'est que je vais avoir le nombre de tours, il est égal à n lambda. Je vais avoir 2πrn qui est égal à n lambda. D'accord? Si n est égal à 1, c'est la couche n est égal à 1, etc. D'accord? Alors, si, d'après la loi de Broglie, qu'est-ce que j'ai? J'ai lambda est égal à h sur p. C'est égal à h sur mv. D'accord? Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir lambda. Lambda qui est égal, lambda qui est égal à 2π Rn sur n, d'accord? Alors, donc je vais avoir qui va être égal aussi à h sur mv. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir ici, donc je vais avoir, si je traduis cette équation-là, je vais avoir m v Rn qui est égal à nh bar. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on avait fait dans le chapitre, pour étudier le spectre atomique. C'est le deuxième postulat de Bohr qui avait dit que le mouvement cinétique d'un atome, d'un électron autour de l'atome est quantifié, est égal à m. Donc, on retrouve exactement la règle qui a été proposée par Bohr. Donc, on retrouve ainsi la règle de quantification de Bohr pour expliquer l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc, ça veut dire que la théorie, l'hypothèse qui a été émise par Bohr est vérifiée par le postulat de Louis de Broglie. Alors, pendant le premier chapitre, on avait dit que quand on prenait un rayon X qui va être diffracté par un électron d'un atome, la longueur d'onde du rayon X diffracté va être supérieure à la longueur d'onde du rayon X incident. C'est-à-dire que l'énergie va être plus petite, d'accord? C'est comme des boules de billard. D'accord? Ça, on avait montré que pour les rayons X, d'accord? On avait montré que pour les rayons X, ils se comportaient comme des corpuscules. Là, on va faire le contraire. On va prendre un faisceau d'électrons, un faisceau de rayons X qui va être diffracté par un réseau atomique. Alors, le rayon X diffracté par un réseau atomique aura des directions privilégiées θ selon lesquelles l'intensité maximale de ces directions est maximale.
Ces directions obéissent à la loi de Bragg, comme ce que vous avez fait en cristallographie, 2dh carré sinus θ est égal à n lambda. D'accord? Donc ça, ce que je rappelle ici, que ce sont des rayons X. D'accord? C'est des ondes. Maintenant, on va faire la même chose. Mais au lieu d'envoyer des rayons X, on va envoyer un faisceau d'électrons. D'accord? Ça, c'est l'expérience Davidson-Germer en 1927 qui met en évidence l'aspect ondulatoire des électrons qui sont des corpuscules. D'accord? Expérience de diffraction des électrons sur un réseau atomique mettant en évidence l'aspect ondulatoire des électrons. Un faisceau d'électrons est accéléré par une tension U sur une plaque de nickel. Donc là, je vais avoir ici un faisceau qui va entrer en interaction avec les atomes d'un réseau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate, constatation expérimentale, alors, pour U fixé, l'intensité diffusée montre des maximums importants pour certains angles θ. Alors, les directions privilégiées pour une tension fixée obéissent à la loi de diffraction exactement comme c'est la loi de Bragg. D'accord? 2dh carré sinus, 2d sinus θ est égal à n lambda avec n est égal à 1, 2, 3, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, on est parti, d'accord? On est parti d'un rayon X. C'est une lumière. Ici, on est parti d'un faisceau d'électrons. Ce sont des particules. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'ils se comportent exactement comme une onde. D'accord? Je vais avoir 2dh carré sinus θ qui est égal à n lambda. C'est l'équivalent de la loi de Bragg pour le rayon X. Autrement dit, le faisceau d'électrons accéléré par une tension U se comporte exactement de la même façon que les rayons X, attestant du comportement ondulatoire de ces électrons. D'accord? Alors maintenant, si je veux calculer l'énergie de ces électrons, ça c'est très important. Donc si je veux calculer l'énergie de ces électrons, l'énergie de ces électrons cinétiques est égale à 1 demi mv au carré, qui est égal à E fois U, donc ça implique que V est égal à racine de 2EU sur ME. D'accord? Alors, donc j'ai une vitesse, je peux calculer la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde associée à ces à chaque électron diffusé sera lambda qui est égal à A sur MEV, qui est égal à A sur 2ME fois 1 sur racine de E fois U. D'accord? Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire que plus U est important, d'accord? Plus U est grand, plus lambda est faible. Qu'est-ce que ça veut dire si lambda est faible? Ça veut dire que la longueur d'onde va être la longueur d'onde à ces électrons-là, d'accord, va être d'autant plus petite que la tension est importante. C'est-à-dire, plus la tension accélératrice est grande, plus la longueur d'onde associée aux électrons est faible, et plus les effets quantiques deviennent importants. D'accord? Plus la longueur d'onde va être de l'ordre de dimension atomique, et je vais avoir, c'est ça qui se passe, par exemple, pour les microscopes électroniques à transmission, d'accord? Les microscopes électroniques à transmission, pour ces microscopes, on a une énergie, une tension d'accélération qui est de l'ordre de 300 kV. C'est-à-dire que la longueur d'onde, elle va être comment? Elle va être, ici, pour les électrons de 100 volts, on avait trouvé une longueur d'onde qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 10. D'accord? Maintenant, si je prends une tension de 100 kV, la longueur d'onde, elle va être de l'ordre de 10 à la puissance moins 12. D'accord? Et la vitesse va être de l'ordre de 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire que je vais avoir des électrons relativistes et je vais avoir des longueurs d'onde qui sont vraiment de l'ordre de 10 à la puissance moins 12, qui est très petite, et donc je vais avoir ce qu'on appelle des aberrations dans les photos prises par une microscopie électronique à transmission. Donc là, les aberrations, ce qu'on appelle les aberrations quantiques.
Donc là, ce qui est important, retenez-le bien comme il faut, plus la tension accélératrice est grande, c'est-à-dire ici, pourquoi lambda? Lambda, il est inversement proportionnel à la racine de U, d'accord? Plus U est grand, plus la longueur d'onde associée aux électrons est faible, plus les effets quantiques deviennent importants. Les effets quantiques, ils sont caractérisés par quoi? Par les phénomènes de diffraction et d'interférence. Alors, je termine. Alors, nous avons vu que le concept de dualité entre corpuscules est général à l'échelle macroscopique comme à l'échelle microscopique. D'accord? Cependant, à l'échelle macroscopique, la longueur d'onde associée à la matière est très faible devant les dimensions de l'objet. Les effets quantiques sont alors négligeables. Alors, une unité classique suffit. Ces particules-là, elles sont gérées par les équations de Lagrange, d'accord? Mais à l'échelle microscopique, atomique ou subatomique, la longueur d'onde est de l'ordre des dimensions atomiques, les effets quantiques ne sont plus négligeables, les phénomènes de diffraction et d'interférence deviennent très importants à cette échelle, attestant de l'aspect ondulatoire de ces objets-là. Et ces objets-là, ils doivent être traités avec les équations de Maxwell, les équations de Schrödinger, d'accord? C'est le but du prochain chapitre. Alors, tout mon cours est disponible maintenant au site de la faculté des sciences d'Al-Maraz, à l'université de Mohamed Abdallah. Je vous remercie.